Alors Douglas, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à notre sollicitation pour pouvoir échanger aujourd'hui un petit peu sur ton parcours. Dans un premier temps, est-ce que tu peux du coup te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Donc, je suis Douglas Biandou, j'ai 45 ans, je suis diplômé d'une école d'ingénieur à Lyon qui s'appelle l'INSA, ça fait 20 ans. J'ai aujourd'hui 20 ans d'expérience dans l'informatique, 5 ans comme salarié du multinational en tant que développeur d'applications, dans laquelle j'ai eu l'occasion de faire des missions en France, en Suisse, aux États-Unis, pour des clients différents, des gros, des moyens, des petits, en tant que développeur essentiellement. Et puis il y a 15 ans d'expérience professionnelle où je suis consultant formateur dans ma spécialité qui est la programmation Java. Voilà. Donc, je suis spécialiste entre guillemets sur cette technologie-là et donc 60% de mon activité c'est de la formation. Oui. Donc je forme des personnes dans ce secteur-là. Et puis 40% de mon activité c'est plutôt de l'assistance technique. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton engagement, du parcours qui t'y a mené justement, en nous citant un peu trois expériences que tu as pu avoir, ton engagement notamment justement sur l'inclusion, qu'elle soit numérique ou professionnelle, Oui. que tu peux avoir ici en France ou en Afrique. Nous parler aussi un peu de l'origine que tu as pour le coup et peut-être si elle a joué justement dans cette démarche que tu entreprends aujourd'hui avec 10 000 codeurs et ses équipes. D'accord. Alors moi je suis donc mon histoire a commencé au Cameroun D'accord. en 1976, et plus précisément le 24 juillet 1976. Je suis resté au Cameroun avec ma famille euh, pendant 7 ans. Et au bout de 7 ans, j'ai eu l'opportunité de venir en France avec un tuteur, mon oncle à l'époque. D'accord. Et j'ai fait toute ma scolarité en France. J'ai fini mes études donc à Lyon, ingénieur de formation. Ensuite, je voulais travailler. C'est ce que j'ai pu faire. Maintenant, c'est vrai qu'avec le temps, je me rends compte que j'avais des aptitudes à communiquer, à organiser, Mhm. et aussi il y avait l'Afrique dans le coin de ma tête. Ok. Donc mon métier aujourd'hui c'est former, clairement. Et au bout de plusieurs années professionnelles, je me suis dit, comme beaucoup de personnes de la diaspora, hein, comment je peux contribuer au développement du continent, comment je peux contribuer au développement de mon pays. Donc je me suis dit, je vais partager mes connaissances avec la jeunesse du continent. Voilà, c'est comme ça que le projet 10 000 codeurs est né. Donc clairement, on va dire, si on doit mesurer un peu dans le temps, sur ces 20 années, il y a trois grandes parties. Il y a une partie, on va dire, professionnelle. Je fais mes preuves en tant que consultant, formateur, entrepreneur, hein, dirigeant un centre de formation. Donc ça, c'est la première partie. Oui. Une deuxième partie, on va dire, sur la partie justement transmettre cette compétence à la jeunesse africaine. Ça, c'est avec 10 000 codeurs. Ouais. Et en parallèle de cette partie, il y a cette idée de transmettre mes compétences aussi aux personnes de la diaspora. Parce qu'aussi, il y a beaucoup de gens de la diaspora qui sont dans la situation que j'étais il y a une dizaine d'années. C'est-à-dire celle de vouloir pouvoir s'impliquer sans vraiment C'est savoir ça. comment pouvoir le faire. Exactement. Donc voilà un petit peu les trois parties qui correspondent à trois structures. Une business, OBGIS, centre de formation. Là, on forme des ingénieurs, on forme des personnes en reconversion. Une et deux associatives. Une associative qui est 10 000 codeurs, accompagner la jeunesse, Ouais. d'Afrique et maintenant, en fait, plus récemment, de France, vers les métiers du numérique. C'est justement cette action d'Afrique qui t'a permis, pour le coup, de l'activer plus facilement en France ou tu as voulu démarrer justement comme tu avais déjà ton activité professionnelle, peut-être avec quelque chose d'un peu plus lié à ton cœur, on va dire, pour Oui. ensuite pouvoir le ramener ici, puisque comme les choses étaient déjà mises en place, c'était plus simple ou, Alors, ce qui s'est passé, c'est que le travail qu'on fait en Afrique avec 10 000 codeurs, c'est un travail qui est assez long, hein, dans lequel il y a une phase pilote, on s'est remis en question. Et il se trouve que maintenant, on a mis en place un programme, une approche, Ouais. qui peut s'adapter en fait partout. Il vous a fallu combien de temps pour la mettre en place, justement? Bon, honnêtement, je dirais 7 ans, Vous avez 7-8 ans. Ouais. Et vous avez rencontré beaucoup de difficultés dans cette mise en place ou est-ce que justement le fait que vous ayez une grande envie, une grande motivation derrière a permis aussi de canaliser un petit peu tout ça? Alors, moi, il y a une citation de Winston Churchill que j'aime bien, c'est de dire que la réussite, c'est d'aller d'échec en échec, sans jamais perdre son enthousiasme. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire que pendant 7 ans, on a rencontré des difficultés, on a rencontré des problèmes, mais on était toujours motivé parce qu'on savait que
L'objectif, in fine, c'est la fameuse ambition dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est le fameux engagement. Et cet engagement, cette mission, elle nous dépasse. Ouais. Donc nos petits échecs, nos petits problèmes ne sont rien face à ça. Et donc ça, c'est une source de motivation. Et donc pour répondre à la question, oui, aujourd'hui, tout ce travail-là, on a fait un travail de terrain avec 5 pays, 300 personnes accompagnées dans mon métier, parce que je disais tout à l'heure comment je peux partager, comment je peux aider le continent, bah, c'est transférer ma compétence à la jeunesse. Donc il y a 300 jeunes qui sont accompagnés dans une phase pilote en présentiel, donc sur le continent, dans un métier qui est mon métier. Et donc à partir de là, on a fait le bilan. Qui a réussi, qui n'a pas réussi, au bout de 6 mois, qui a été embauché, pas embauché. Ouais, bien sûr. Et du coup, maintenant, on est dans une autre phase où c'est de dire, on a vu ce qui était bien, on a vu ce qui était moins bien. Maintenant, on va passer à l'étape supérieure et on va passer à l'échelle. Donc là, on est dans la phase de passage à l'échelle. Et la fameuse approche qu'on a mise en place, c'est une approche qui, contrairement à l'approche initiale, permet le passage à l'échelle, parce que moins coûteuse. Oui. Une approche qui est beaucoup plus inclusive, parce que dans la phase pilote, on a sélectionné essentiellement finalement que des informaticiens la plupart du temps. Bien sûr. Alors que là, en fait, tout le monde C'est beaucoup plus large. peut rêver, tout le monde on peut accompagner n'importe qui. C'est beaucoup moins coûteux. Dans la phase pilote, on était sur place, donc en présentiel, il fallait des formateurs en présentiel, il fallait des locaux, etc. Oui. Donc c'était quand même coûteux. Et puis, dans cette approche-ci maintenant, on a ce qu'on appelle la fraternité intergénérationnelle, c'est-à-dire que on permet à n'importe quelle personne de la diaspora ou du continent de pouvoir, qui a réussi dans son domaine d'activité, de pouvoir être un relais, un mentor pour la jeunesse. Donc ça aussi, c'est quand même assez innovant, puisque finalement, on désacralise la relation entre l'apprenant et celui, entre guillemets, le sachant, entre le sachant et l'apprenant, et ça crée, et on ajoute en fait une dimension culturelle. Donc l'Algérien qui a réussi et qui vit aux États-Unis, il va pouvoir passer 1 heure par mois dans un webinaire à partager ses connaissances. Et l'Algérien qui a 16 ans, 18 ans, 20 ans, qui est en Algérie, il voit un repère, il découvre quelqu'un qui correspond potentiellement, qui l'aide à se projeter. Et ça a une puissance extraordinaire. Et si on ajoute en plus la dimension culturelle que l'Algérien qui est à l'étranger, il vient d'une région particulière de l'Algérie, ça rajoute une dimension culturelle qui est exceptionnelle. Donc on décuple l'attachement et on décuple du coup en fait l'espoir et on décuple la volonté en fait du jeune de s'en sortir. Donc, 2 ambitions principales. La première, pouvoir former, justement, et la seconde aussi, pouvoir ouvrir des perspectives et le champ des possibles aux plus jeunes. Oui, et puis la troisième, vraiment ce côté permettre aux gens de la diaspora, parce que on veut tout faire en fait pour passer à l'échelle. On veut permettre aussi aux personnes de la diaspora de pouvoir se dire, bon, je partage mes connaissances, mais aussi certains veulent entreprendre en France et en Afrique. Donc, d'où la troisième structure qui s'appelle donc Orafrica, donc qui elle justement est là pour ça. Elle est moins connue que Dimicoder. Mais Orafrica, c'est vraiment cet objectif de fédérer cette fois-ci soit des entrepreneurs, soit des salariés qui veulent entreprendre, qui sont basés en France, et qui se posent des questions, comment faire? Et donc leur apporter en fait des solutions. C'est une des plus grandes difficultés aujourd'hui, justement, c'est mieux comprendre quel levier on peut avoir à notre disposition pour pouvoir mettre en place des projets. Absolument, absolument. Donc voilà un petit peu dans quelle dynamique je suis. Alors, tu nous as pas mal parlé de mobilité, notamment quant à ton parcours, mais aussi du coup via ces différents liens qu'il peut y avoir entre les continents et les diasporas et les pays, du coup les habitants internes à l'Afrique d'ailleurs, puisqu'il y a une très grande diversité culturelle. Oui. Quelle importance tu y donnes? Et d'après toi, justement, est-ce que c'est un levier de poids et dans quelle mesure? Comment pouvoir l'utiliser au mieux, justement, pour, on va dire, un peu conserver cette culture qui est celle de base et pouvoir se nourrir de celle des autres pour essayer de construire un projet beaucoup plus global et impactant? Alors, la diversité culturelle. Nous pensons que pour réussir dans la vie, il faut avoir un certain nombre de valeurs. Et parmi les valeurs, il y a la tolérance. Et c'est important de découvrir l'autre et de savoir que l'autre a une histoire différente de la nôtre. Et de respecter cette histoire. Et il trouve que dans cette histoire, il y a une forte dimension culturelle. Et la culture, on s'enrichit de la culture de l'autre. Et donc je fais le parallèle entre cette diversité culturelle
Et en fait, la diversité, en fait, dans un projet informatique ou dans un projet professionnel, puisque dans un projet professionnel, on va trouver des personnes qui ont aussi une diversité, mais c'est sur des fonctions, Ouais. sur des domaines, sur des hiérarchies. Et donc, je pense que cette diversité, c'est une source de richesse. Et nous, dans le cadre du projet et la vision justement panafricaine qui est celle de Dimi Coder, on a besoin aussi d'avoir des sachants qui viennent de différents pays, de tous les pays du continent, francophones, anglophones, lusophones, du Maghreb, d'Afrique subsaharienne. Et c'est ce qui nous permet en fait de nous enrichir. Donc pour moi, c'est fondamental. Puisque, oui, au-delà de la culture, il y a aussi justement des méthodes de travail qui vont être foncièrement différentes entre ces différents acteurs et qui permettent aussi de pouvoir améliorer notre culture. Alors, c'est vrai que si on parle des différents acteurs, il y a ce côté, je pense, société civile, Oui. secteur privé, et puis secteur public. Donc nous, on croit beaucoup à l'initiative privée. D'ailleurs, aujourd'hui, le mouvement Dimi Coder est financé par des privés, parce que ce sont des privés qui vont chercher des relais de croissance en Afrique et qui contribuent à une vie meilleure de cette jeunesse, mais aussi, ils savent que chez cette jeunesse, il y aura leurs futurs salariés. Donc on croit beaucoup à ça. Maintenant, nous sommes aussi la société civile, puisque nous rêvons en fait d'une grande Afrique. Et c'est en tant que citoyens que nous rêvons d'une grande Afrique. Et enfin, et là, c'est là où nous commençons à arriver, nous, Dimi Coder, pour le passage à l'échelle, on a besoin de la puissance publique. Bien sûr. À mon avis, c'est en dernier recours, une fois qu'on a fait ses preuves, je vous disais tout à l'heure, ça fait 7 ans, hein, donc on a fait des choses sans la puissance publique. Maintenant qu'on a fait quelque chose qui est scalable, quelque chose qui est réplicable, quelque chose qui est moins coûteux, là, on met la puissance publique et là, on peut amplifier. Passer à l'échelle. Passer à l'échelle. Donc, d'où le rapprochement maintenant que nous faisons au niveau d'élus, de communes, de régions, de départements, en France et en Afrique. Parce qu'à partir du moment où on explique la vision et le projet qu'on a, et qu'on implique les pouvoirs publics, bah en fait, la communication devient tout de suite plus facile et on peut aller beaucoup plus vite en s'appuyant sur ceux qui ont déjà réussi, entre guillemets. Alors, justement, est-ce que tu penses que cette notion de citoyenneté, et peut-être aussi la diaspora qu'il peut y avoir aujourd'hui, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou dans le reste du monde, permet aussi de modifier les rapports qu'on peut avoir justement entre ces différents continents et les méthodes de travail qu'il y avait jusqu'ici et qui permettent peut-être une collaboration un peu plus forte et un modèle où tout le monde y trouve un peu plus son compte? Je pense, moi, fondamentalement, c'est un peu ce que j'explique souvent dans mes cours, la partie technique, outillage, c'est pas le plus important. Ce qui me paraît le plus important, c'est les enjeux. Et l'enjeu, c'est quoi? C'est qu'on regarde tous dans la même direction. Une Afrique forte. À partir du moment où on regarde tous dans la même direction, là, maintenant, il y a la méthodologie de travail. Comment on y arrive? Et c'est maintenant, après avoir répondu à la question comment on y arrive, maintenant, il va y avoir les outils. Bien sûr. Et à mon avis, il faut voir les choses dans ce sens-là. Les enjeux, une Afrique forte à partir de sa jeunesse, la méthodologie, s'appuyer sur des sachants qui sont dans la diaspora, qui sont en Afrique, et qui deviennent des repères pour la future génération, des repères accessibles. Tu sais, c'est la plus grande difficulté. Il y a des repères, mais qui sont inaccessibles. Il y en a. Donc, il faut des repères accessibles. Et diversifier surtout en termes de thématiques aussi. Absolument, d'accord. Donc, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la phase pilote qu'on a fait avec un domaine, développement d'application. Maintenant, on est en phase industrielle. On a une panoplie, on a 25 communautés. Donc, ça va du cloud, développement personnel, en passant par le développement durable, l'accessibilité, d'accord, les malvoyants, les voyants. Voilà, donc il faut les enjeux, la méthodologie de travail, travailler ensemble et se mettre, nous, les grands frères, les grandes sœurs, au service de la jeunesse. Et après, maintenant, il y a les outils, les moyens. Donc les techniques, c'est par exemple, nous, les webinaires, on fait tous les soirs. Et ça, c'est technique. Ouais. C'est technique au service d'une méthodologie qui elle-même au service d'une vision globale partagée. Donc vraiment avoir une vision qui soit transversale et globale Ah pour oui. le coup et qui permette de Ah oui. réunir. Et c'est cette vision-là, en fait, qui fait que les gens viennent. Les gens viennent parce qu'ils partagent cette vision. Et parce qu'ils voient que derrière, il y a une méthodologie, et derrière, il y a le côté technique. Donc, ils viennent parce qu'ils sentent qu'ils vont apporter leur pierre à l'édifice.
parce que derrière aussi, on a fait comprendre qu'on est dans une approche de valeur. Très bien. Les freins, tu nous en as déjà parlé en partie. Du coup, est-ce que maintenant tu pourrais nous parler un petit peu des leviers qui sont justement à notre disposition pour permettre de faire évoluer un petit peu la manière dont les choses fonctionnent et peut-être aller plus vite et surtout travailler ensemble, qu'ils soient géographiques ou communautaires, qui sont à notre disposition. Personnellement, je crois beaucoup à la dimension communautaire. Mhm. Ouais. Je crois beaucoup à la dimension communautaire. Une fois qu'on a, j'insiste sur le côté, la vision. Est-ce qu'on regarde tous dans la même direction? Si je regarde ici et que toi tu regardes là, ça ne peut pas marcher. S'il y a une corde entre toi et moi et que je vais là, toi tu vas là, sur place. Ouais. On s'épuise bêtement. On s'épuise. Donc il faut déjà regarder vraiment dans la même direction. Maintenant, une fois qu'on a regardé dans la même direction, moi je crois beaucoup à l'approche communautaire. C'est-à-dire, si je reprends le domaine d'Imicodeur, je pense qu'il faut que nous sommes organisés en communauté, on a 25 communautés. La communauté des experts dans le domaine du développement d'applications, donc suivant les métiers, suivant les technologies, suivant les usages. Et à partir de là, on a un point commun qui lie les personnes. Et on va s'appuyer sur ce point commun-là pour continuer à converger vers les enjeux. Comment, à partir du moment où nous partageons ensemble un intérêt pour le community management, on va pouvoir converger vers l'enjeu qui est une Afrique forte. C'est un très bon élément que tu viens de citer, les usages notamment. Donc on parle d'Afrique. On sait que c'est pas forcément un bloc qui est homogène, pour le coup, qu'il y a beaucoup de diversité en interne, qu'elle soit religieuse, ethnique ou culturelle, à l'intérieur même des pays, pour le coup, on a vraiment une grosse diversité. Cette diversité va forcément entraîner des usages qui vont être différents en fonction des personnes et des zones, justement. Oui. Alors, d'après toi, est-ce que c'est un frein, justement, puisqu'il y a une grande diversité, donc ça va être difficile de pouvoir toutes les prendre pour les faire évoluer, ou est-ce que justement c'est un levier qui va permettre d'avoir une mise en commun un peu plus grande, qui va certes prendre du temps, mais permettre justement d'avoir des usages qui vont couvrir l'ensemble des thématiques? Je sais pas ce que tu penses sur ce point, justement, qui est lié à la diversité et à ses usages. Alors moi je pense qu'il y a, attention le mot usage, il y a usage et usage. Ok. Par exemple, moi je pense qu'il y a les usages dans le domaine du numérique. Ouais. Le numérique au service de la santé, le numérique au service de l'éducation, le numérique au service des transports, le numérique au service du génie civil. Ouais. Donc moi ce que je pense c'est que le point commun, on parlait tout à l'heure des différences par exemple au niveau de la religion, le point commun dans beaucoup de communautés c'est les valeurs. Mhm. C'est pour ça que j'insiste là-dessus, parce que Ouais. quelle que soit la religion par exemple, il y a des valeurs qui sont communes, des valeurs de tolérance, des valeurs de paix, voilà, des valeurs de partage, des valeurs de solidarité. Et à mon avis, c'est ça qui est essentiel. C'est ça qui fait qu'on regarde ou pas dans la même direction. Donc encore une fois, les usages, c'est un peu secondaire, ça reste de l'outil, c'est ce qui arrive. Exactement. Après. Le premier point, c'est la vision et Pour moi, la manière de ça vient loin, longtemps après. Parfait. Longtemps après. Est-ce qu'on regarde dans la même direction? Est-ce que toi, Riyad, tu penses que l'Afrique peut être forte par le numérique? Est-ce que moi, Douglas, je pense que l'Afrique peut être forte par le numérique? Déjà, là, on est d'accord. Après, t'es algérien, moi je suis camerounais, c'est secondaire. Vous nous avez éliminés quand même. Du coup, non, je suis tout à fait d'accord, c'est secondaire. Ouais, c'est vraiment secondaire. Ça reste un Et vrai. tu vois, d'ailleurs, notre exemple, il est intéressant. Mm. Moi, je suis dans le domaine tech, toi, t'es pas dans un domaine tech. Moi, je suis camerounais, toi, t'es algérien. Mais tu vois, on se retrouve pourquoi? Parce que La vision est c'est la vision elle-même. Et c'est ça qui est magnifique. Le but. Le but est le même. Et on sait qu'ensemble, on va y arriver. On va se respecter. On sait qu'on n'a pas la même histoire. On n'a pas les mêmes sensibilités. Il y a des choses qui vont te choquer, qui vont pas me choquer. Donc là, peut-être, il y aura le culturel. Là, peut-être, il y aura du culturel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais te dire, mais attends, mais Riyad, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les Algériens, ils gagnent, ils perdent, ils sont sur les Champs-Élysées? C'est un truc culturel. Tu vois, ça n'a rien à voir avec la vision commune. Après, parce qu'il y a les tolérances et les valeurs, tu vois, grâce aux valeurs, on arrive à gérer tout ça. Ouais, je comprends tout à fait. C'est vraiment ce que je pense. Mais dis donc, Jamy, c'est toujours la même rengaine. Qu'ils gagnent, qu'ils perdent, ils sont partout, ils ont leur drapeau, ils crient. Explique-nous. Excellente question, Fred. D'ailleurs, Douglas a raison. C'est un fait historique qui est devenu culturel puis identitaire. Nous sommes en 1958. La guerre d'Algérie bat à son plein, le pays n'est pas encore indépendant et le conflit s'enlise. Pour tenter de sortir de l'impasse,
Et donner une autre dimension à cette lutte d'indépendance populaire, le FLN va tenter d'internationaliser le conflit, en sensibilisant la communauté internationale. Dans cette démarche, il crée donc une équipe de football qui participera la même année à la Coupe du Monde qui aura lieu en Suède. Gagner ou perdre, peu importe. Un seul objectif, faire le plus de bruit possible, être identifié, et faire flotter dans les airs un drapeau qui jusque-là était encore la cause de massacres sur le territoire algérien. Vous commencez à comprendre là. Le drapeau, et donc le football, représentent implicitement des symboles très forts de la construction identitaire et culturelle algérienne récente. Et ben voilà, il suffisait de demander et on peut s'entendre. Et n'oubliez pas, l'important c'est pas de gagner ou de perdre, c'est de faire le plus de bruit possible et d'être identifié. Alors, du coup, maintenant que tu nous parles de vision, quel est ton rêve pour l'Afrique? Quelle utopie, à court terme, moyen terme, serait la tienne pour justement, bon, concrètement, par rapport à la situation qu'on a actuellement, les leviers qu'on a aujourd'hui, quelle serait ton utopie? I have a dream that one day Mon utopie, c'est que la jeunesse africaine 2050, c'est 2 milliards, on sera 2 milliards. Donc, c'est que les jeunes africains soient fiers d'eux, soient fiers de la génération précédente, c'est-à-dire nous. Et puis, n'aient pas envie de quitter le continent, et au contraire, utilisent le numérique pour valoriser en fait le continent, leur culture, travaillent à distance ou en local au service des entreprises africaines, et à distance au service des entreprises internationales, qui pour la plupart vont de plus en plus arriver en Afrique, non pas pour les matières premières, mais pour la matière prise des jeunes du continent. Ça, Qui c'est reste l'une des plus importantes, même si elle est fortement sous-estimée à l'heure absolument. Le fameux diamant brut. actuelle. Tout à fait. Et du coup, concrètement, comment est-ce qu'on s'y prend pour pouvoir, bon, dans un premier temps, réussir à faire en sorte que cette jeunesse soit fière du coup, à la fois du continent, de leur pays, de leurs prédécesseurs? Écoute, l'histoire est en marche, hein, puisque avec Jimmy Coder, on a posé les premières pierres. Et aujourd'hui, c'est une question de faire connaître en fait le modèle. Il faut faire connaître le modèle avec cette fraternité intergénérationnelle. Pour moi, c'est très important. Donner du temps, de la bienveillance et des conseils surtout. Exactement. Donc de l'humilité, parce que justement, les grands frères et les grandes sœurs qui ont réussi et qui disparaissent parce que on ne sait pas pourquoi, c'est terminé, il y en a plein. Ouais. Donc il y a un travail de mentalité à faire au niveau des professionnels qui ont réussi. S'engager, repartager un peu les retours Exactement. d'expérience. Donc pour faire simple, tous les plus de 30 ans, il faut qu'ils écoutent tous les moins de 30 ans. Pour faire simple. Et qu'ils prennent 1 heure de leur temps par mois pour partager leur expérience. C'est important parce que ça va donner du sens aussi à leur carrière. Donc nous tous, à un moment donné, il y a une question de sens qui se pose. Ouais. Le legacy. Voilà. Qu'est-ce qu'on va laisser? Quelle empreinte on va laisser sur Terre qui soit autre que une progéniture qu'on a pu avoir? Quelle empreinte, quelle trace on va laisser? Ça me paraît important. Donc voilà, pour répondre à ta question, c'est d'abord, pour moi, fraternité intergénérationnelle. Ça, c'est la base. Porter la vision ensemble. Porter la vision ensemble, faire preuve d'humilité et s'adresser aux générations futures en montrant l'exemple. Les jeunes ont besoin de rôle modèles. Or, les rôles modèles, c'est ceux qu'ils connaissent et ceux que l'industrie de l'entertainment leur donne. Mais ils sont loin. Ils sont aux États-Unis, ils sont loin, ils n'ont pas de lien culturel, et donc c'est trop loin. Alors qu'on voit avec Jimmy Coder, dès qu'on donne un peu à des jeunes qui ont envie de réussir, mais ça produit des résultats extraordinaires. Sur les 10 000 codeurs, l'inséré 00001, il est congolais, il s'appelle Yann, je le connais, on a du son, on a de l'image, on sait comment il est arrivé là aujourd'hui. Il avait à peine le bac il y a 8 ans. Maintenant, il est entrepreneur. Entre-temps, il a été 6 ans salarié. Maintenant, il est en place. Ça, c'est des histoires qu'il faut raconter. Ouais. Ça, c'est du concret. C'est des histoires. Il a créé sa chaîne YouTube. Il a 2000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Ça, c'est quelqu'un qui inspire. Donc, le fait de pouvoir accompagner des jeunes qui, demain, deviennent inspirants pour d'autres jeunes, c'est ça, pour moi, le comment. C'est ce que vous fais à travers les webinaires en grande partie. Absolument. Donc on vous mettra les liens quelque part sur l'écran pour Voilà. que vous puissiez y accéder. Je vais revenir sur la coalition d'acteurs, puisque Oui. c'est un sujet central aussi. Donc, Oui. est-ce que tu y crois? Cette fois-ci, on va plus seulement parler de la société civile et des personnes qui vont vouloir s'engager, mais vraiment des acteurs aussi qui vont être privés, associatifs ou étatiques. Oui. Est-ce que tu crois à une coalition d'acteurs, mais surtout qui soit durable, qui ne se mettent pas en place juste pour des intérêts particuliers à un instant T?
Et si oui, de quelle manière, ou sinon d'ailleurs, de quelle manière est-ce que tu penses qu'on peut soit l'accroître, soit faire en sorte qu'elle existe réellement et encore une fois de manière durable surtout? Ce que je pense d'abord, c'est qu'il faut une initiative citoyenne et il faut une approche endogène. Mhm. La solution doit venir de nous. Une fois que ça s'est dit, à mon avis, il faut des valeurs, il faut une vision. À partir du moment où on a des valeurs, une vision et un peu d'organisation, ça attire du monde au niveau de la société civile. Et tu sais comme moi que dès qu'il y a du monde qui est attiré et qu'il y a de plus en plus de monde, de façon mécanique, de façon mécanique, des intérêts du secteur public, des intérêts du secteur privé vont venir s'agréger. Donc il faudra une intelligence pour que ces intérêts-là, lorsqu'elles vont s'agréger, parce qu'elles vont permettre de donner du poids et de la force au mouvement, Ouais. il faut savoir, il faut ne faut pas se travestir. Voilà, c'est ce qu'il faudra. C'est comment en fait ce noyau de 5-6 personnes qui après deviennent 200, 500 se met en contact avec le secteur public et le secteur privé. Alors pour moi, c'est là le sujet. Le vrai sujet est là. Je donne un exemple sur 10 000 codeurs. Aujourd'hui, sur 10 000 codeurs, il n'y a pas de coût pour devenir expert 10 000 codeurs. Il faut partager des valeurs. Il n'y a pas d'administratif. C'est la volonté. C'est pas tu viens, il y a une adhésion, tu vois, à la francophone, là, tu vois, tu remplis. Tu envoies ton chèque de 15 euros. Il n'y a pas ça. Avant telle date. Donc, voilà, exactement. Et l'année d'après, on te relance. Nous, on ne fonctionne pas comme ça. Donc, on limite les barrières. Il n'y a pas de barrière. C'est la motivation et la volonté. C'est la motivation, la volonté. Et quelqu'un qui veut donner 1 heure de son temps cette année, et l'année prochaine, il en donne 10, et l'année d'après, il en donne 3, c'est pas grave. Mm. Donc, tu vois, cette flexibilité-là, dans nos univers francophones, ça n'existe pas. Mhm. Justement, flexibilité, c'est un point important et c'est peut-être aussi l'une des plus grandes qualités de cette jeunesse qui est très résiliente pour le Oui. coup, puisqu'elle n'a pas forcément vécu que des choses très faciles et qui a toujours réussi à justement aller au-dessus. De quelle manière est-ce que elle, et peut-être nous également, donc l'ensemble de cette population peut justement imprégner que ce soit les acteurs publics ou privés, encore une fois, de cette flexibilité qui nous fait vivre au quotidien. Parce que justement, c'est peut-être aussi l'un des freins principaux qu'on peut rencontrer, c'est que les populations sont extrêmement flexibles, pardon, Oui. mais que les outils qui sont mis à leur disposition ou les dispositifs le sont beaucoup moins, et donc vont forcément freiner un très grand nombre d'initiatives. Ce que je pense, c'est qu'il faut, il faut que l'organisation soit flexible. C'est-à-dire que il faut donner sa vision. Vous savez, une fois que vous donnez votre vision, Ouais. il n'y a pas que les individus qui vont vous suivre. Il y a des organisations aussi qui vont vous suivre. C'est ça qui est intéressant. Lorsque la vision est claire, On est là, on va aller là. il y a le secteur privé va venir parce qu'il partage la vision. Le secteur public va venir parce qu'il partage la vision. Donc à partir du moment où le critère c'est est-ce qu'on est toujours dans la vision, là on peut que être dans une dynamique qui avance. Cette flexibilité justement doit être au service de la vision. Exactement. C'est pas le modèle et les outils qui doivent être au service du reste. Exactement. Une fois comme tout à l'heure, les enjeux, la méthode, la technique. Très clair. Quels conseils ou quelles orientations, même si tu en as déjà donné pas mal tout au long de cet échange, tu donnerais justement à cette jeunesse et à sa diaspora, de quelle manière pouvoir justement développer cette vision, développer ce socle de valeurs qui lui est propre et faire en sorte d'avancer ensemble, encore une fois, parce que ça reste l'enjeu majeur. Pour moi, la clé, c'est le contenu. Ouais. Il faut produire du contenu. Il faut produire du contenu qui soit inspirant pour les générations d'aujourd'hui et de demain. Qui laisse des traces et qui Ouais, marque. exactement. Donc, il faut se mettre en communauté, il faut s'organiser et produire du contenu. Plus on produit du contenu, plus on va pouvoir... Et après, on diffuser ce contenu. Voilà. Il y a un, produire, deux, diffuser. Ouais. Nous, par exemple, 10 000 codeurs, aujourd'hui, on produit beaucoup de contenu, mais il n'est pas assez diffusé. Ouais. Et c'est là que c'est intéressant après les acteurs, les secteurs publics, privés, tous ceux qui vont venir, Donc, à partir du moment où on leur explique comment ça fonctionne. Et c'est là qu'il ne faut pas qu'il y ait de dérive. Parce que quand quelqu'un vient, il faut qu'on lui dise, regarde, bon, voilà, tu vas avec nous là-bas. Qui s'appelle Apple, qui s'appelle Facebook, quel que soit. Il faut qu'on arrive à lui dire, ici, là, on fait comme ça. on fait comme ça. On a cette vision commune, Nous, on est soit comme ça. vie adaptée, soit... C'est pas parce que tu t'appelles un tel que... Non.
tu viens ou tu viens pas. Ouais. Si tu viens, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Cette fermeté aussi à avoir sur cette vision, Ah oui. justement. Bah, sinon, on n'est plus dans la vision. Beaucoup d'organismes aujourd'hui qui échouent, d'organisations qui échouent, c'est parce qu'à un moment donné, il y a une dérive au niveau de la vision. On regarde pas dans la même, on regarde plus dans la même direction. C'est Avec juste- toi, Riyad, on a commencé, on regardait comme ça, mais maintenant, toi, tu commences à regarder là-bas. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est à cause du match, c'est ça? C'est que j'en ai trop parlé. On C'est vous la a battu, tu commences à dériver. La division. C'est quoi ton problème? C'est mon ego. Mais c'était 120e minute. C'est la 120e minute, Riyad. C'est un match. Tu sais comme moi que On n'a jusqu'à pas la gardé fin, la vision jusqu'au bout, eh c'est le problème. ouais, jusqu'à la fin, Riyad. Donc, mais depuis le match, je vois que tu es en train de... Tu changes. Non, moi je suis là toujours. Qu'est-ce que tu... Donc c'est pour ça. Et moi, aujourd'hui, dans Team Codeur, je suis le garant de cette vision. Très bien. Donc, une fois de plus, j'insiste sur le fait que, on dit toujours, c'est à partir d'une poignée de personnes qu'on peut changer le monde. Et cette vision, justement, donc, elle dépend aussi de chacun, mais pour la développer, quel conseil tu donnerais justement à ces jeunes, que ce soit la connaissance de soi, des actions à mettre en place ou des expériences à vivre, justement, comme tu l'as dit tout à l'heure, par la mobilité par exemple. Quels sont justement les leviers pour faire en sorte de consolider cette vision et surtout en être entre guillemets convaincu le plus tôt possible, parce que c'est aussi des questionnements qui peuvent durer dans le temps. À mon avis, il y a deux aspects. Il y a un aspect terrain et puis un aspect institutionnel. Ouais. D'abord, un aspect terrain, c'est ce qu'on est en train de faire avec Team Codeur. On est un peu dans notre laboratoire, on teste des choses, on teste du contenu, on voit comment, à travers le passeport numérique par exemple, on voit comment des jeunes aujourd'hui ont gagné confiance en eux, des jeunes qui étaient hors radar, des jeunes qui étaient invisibles, des jeunes qui étaient inaudibles, aujourd'hui prennent des initiatives en tant qu'ambassadeurs d'Imécodeur. C'est magnifique. Pas d'autocensure déjà, c'est l'un des points majeurs. Ouais, très Ne important. pas avoir peur de tester. Voilà, oui, oui, effectivement, il faut tester, il faut avoir aussi l'humilité de dire que là on s'est trompé, là c'est pas efficace, là c'est efficace par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés, là c'est à 60%, là on retravaille. Ça va être, bon, encore une fois, la flexibilité et l'amélioration continue. Absolument, l'amélioration continue, un peu en mode agile. Voilà, on est dans un monde qui est un monde de changement, donc les choses bougent, donc il faut adapter aussi en fonction des réalités et en fonction de ce monde qui bouge. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'institutions publiques qui sont léthargiques. Un peu comme il y a beaucoup d'entreprises d'institutions privées qui sont léthargiques. Ouais, tout à fait. Qui savent que leur poids, leur histoire est un frein à leur développement. Et qui doivent se remettre en question. Donc il y a beaucoup d'exemples. Par exemple, entre Netflix et Blockbuster. Il y a beaucoup d'exemples d'entreprises qui avaient pignon sur rue. Et aujourd'hui, qui sont dépassées. Donc nous, à mon avis, voilà, il va falloir, au niveau micro, être capable de se remettre en question. Il va falloir proposer des process. Ouais, surtout. Cadrer les choses, les structurer. Tout à fait. Cadrer les choses, mettre en place des process. Une fois qu'on a mis en place des process, il faut mettre en place des indicateurs. D'accord? Pour mesurer l'efficacité. Ouais. Donc d'ailleurs, c'est lié. Hein. On met des process par rapport aux indicateurs aussi qu'on veut atteindre et on mesure mois après mois, c'est comme une entreprise. Hein. Mois après mois, on regarde, est-ce qu'on atteint, est-ce qu'on diverge, année après année, qu'est-ce qu'on a réussi, des indicateurs. Ouais. Chiffrer les choses Il faut pour chiffrer les voir choses. l'évolution concrète. Absolument. Pouvoir la justifier aussi à ceux qui vont pouvoir rentrer dans la démarche. Exactement. Ouais. Une fois qu'on a des chiffres, une fois qu'on a des process, par rapport à la vision, si ça c'est cohérent, derrière il y a des acteurs qui vont venir dont on ne se soupçonnait pas. Après il faut communiquer, oui. Il faut du contenu. Ouais. Beaucoup de contenu. Le rendre visible. Voilà, il faut rendre visible en fait ces indicateurs, rendre visible ces témoignages, rendre visible en fait ces réussites. Et ça, c'est beaucoup de contenu. Ouais. D'accord? Une fois qu'on a ça, ensuite, maintenant, à mon avis, de façon naturelle, il faut développer son réseau pour pouvoir passer à l'échelle. Ouais, bien sûr. Voilà en quelques mots les différents points qui me semblent indispensables. Nous, Dimicodeur, aujourd'hui, on a des process. Par exemple, tous les soirs, 20h, heure de Paris, des webinaires. D'accord? On a des communautés. Et puis, là, aujourd'hui, maintenant, on est en train de faire un travail pour s'approcher, en fait, justement, maintenant des élus, des collectivités, de la puissance publique, pour présenter nos travaux et faire connaître ce qu'on a pu faire. Et puis, ensemble, avancer. Un exemple,
Aujourd'hui, donc ça c'est en exclusivité, hein, je te donne l'info. Merci. Aujourd'hui, on va être partenaire d'une région au Cameroun, d'accord, qui est la région dans laquelle je suis originaire. Ok, génial. Voilà. Dans cette région, qui s'appelle l'ouest du Cameroun, il y a 40 communautés, 40 communes. On s'est mis d'accord avec le président de la région. Il faut que dans chacune de ces communes, d'ici un an, il y ait 10 personnes qui aient le passeport numérique. C'est génial. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Surtout en plus le symbole qu'il y a à pouvoir revenir. Tu vois? Voilà. Et ça, on le fait. Mais ça va donner en fait une impulsion spectaculaire. Justement, j'allais te demander quelle est ta plus grande réussite. Est-ce que tu dirais qu'elle en fait partie? Oui, clairement, ce que je suis en train de vivre ici, c'est extraordinaire. Parce que on voit l'épanouissement des gens. C'est la finalité de tout ce que tu as voulu Oui, apporter. tout à fait. Et on converge vers l'utopie. On converge vers l'utopie. Ça Voilà. met du temps, mais on peut y Ouais. arriver. Ça met du temps, mais On avance On sait vers qu'on l'objectif. avance. Ouais. Et on sait que chaque jour un peu plus, on tend vers, un peu comme une asymptote. Voilà, on tend vers l'objectif. Et ça, c'est extraordinaire. Et on garde la vision. C'est ça qui est intéressant, c'est que comme on garde la vision, bah, il y a des gens aussi qui découvrent la vision au jour le jour et qui se disent, mais attends, mais comment je peux rentrer dans ce truc-là? Ce truc, il est énorme. C'est ça. Ce truc, il est énorme. Je dois y être. Parce que ça va permettre de gagner du temps par rapport à tout C'est ce ça. que j'ai voulu faire. Parce qu'il Et là, faut j'ai l'impression recommencer à que... zéro. Exactement. Et nous, c'est à nous de saisir de façon opportune tous ces talents qui arrivent. Des gens qui viennent avec 15 ans d'expérience. Ne pas les gâcher. Bon, Mais oui. Pour les plus jeunes aussi, ne pas gâcher justement tous ces aussi talents qui sont à Et, développer. ouais. Et donc, on va devenir de façon assez naturelle la plus grosse communauté d'experts dans le numérique, mais sans forcer, sans ambition, en disant oui, tu vois, le truc capitaliste, non, on va devenir la plus grosse communauté. Non, parce L'ambition, que c'était l'impact. on va impacter. Et je pense que dans le cœur de chacun, on a envie tous d'impacter. Je reviens juste sur un point avant de te poser la dernière question. Oui. Tu parlais de l'état un peu léthargique de certains organismes, qu'ils soient privés ou publics. Oui. Pour en revenir justement à cette vision, je pense aussi que c'est des postures dogmatiques qui sont à prendre en compte aussi par les individus en tant que tels pour pas les reproduire et conserver la vision et se rappeler de quel est l'objectif pour pas se focaliser uniquement sur la méthode et la manière de faire qui Oui. les ont certainement bloqués et ont permis à d'autres concurrents de prendre le pas beaucoup plus rapidement sur leur démarche. Complètement. Dernière question du coup. Oui. Est-ce que donc tu parlais justement d'un monde qui est en grande mouvance, beaucoup de changements au quotidien qui arrivent. Est-ce que quels outils tu conseillerais justement à cette jeunesse, que ce soit des lectures ou des reportages ou autres, peu importe le levier, pour justement pouvoir se tenir informé de tous ces enjeux et faire en sorte de les avoir en tête lorsqu'elle veut justement essayer d'entreprendre quelques projets, que ce soit qu'ils soient associatifs ou professionnels? Alors, ce que je pense vraiment, c'est qu'il faut que les jeunes se rapprochent de gens. Ouais. Ouais. Il faut qu'ils se rapprochent de personnes inspirantes et qu'elles suivent, par exemple, sur LinkedIn leur profil. Premier point. Rien, Simple. rien que ça. Donc, tu crées ton compte LinkedIn, à travers 10 000 codeurs, tu t'approches d'un professionnel qui t'inspire. Mhm. Il t'inspire parce que dans une communauté de développement personnel, parce qu'il s'exprime bien, parce qu'il te donne des bons conseils pour mieux te connaître, parce qu'il t'apprend à connaître l'entreprise et que c'est son métier. Le suivre, à partir du moment où tu vas le suivre, décrocher ton passeport numérique. Toutes les étapes. Et à partir de là, du coup, nous, on va se mobiliser autour de toi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que j'insiste aussi sur le côté, il n'y a pas l'argent. C'est-à-dire qu'il y a un vrai sujet avec l'argent. Aujourd'hui, on est dans une société où on nous a fait comprendre, on a l'impression qu'on ne peut rien faire sans argent. Mhm. En fait, nous, on ne croit pas à ça. Bon, j'ai dit tout à l'heure, 10 000 codeurs, pour devenir expert, tu ne donnes pas d'argent. Pour être accompagné en tant que jeune, tu ne donnes pas d'argent. C'est quand même fort. Ça change tout. Ça change tout. Ça change tout. Parce que du coup, les choses vont beaucoup plus vite et il y a plus de sincérité. Surtout, ouais, c'est ça. Ouais. On sait pourquoi on fait les choses. On sait pourquoi on fait les choses. Il n'y a pas d'histoire de oui. Souvent, les gens ils demandent mais grand frère, ça coûte combien? On pétise et il n'y a pas d'argent, faut faire. Et nous, on est dans un modèle où justement, le jeune, il est au mérite. Donc, il doit nous montrer qu'il a faim. Ouais. Ça aussi, ça change. Parce que souvent, nos jeunes, ils sont un peu assistés. Et si tu Soit montres ils que sont ta assis- fin, ça donne aussi envie à celui qui te Ah, partage de continuer de ah le bah faire. oui. pour le coup. Eh ouais. Nos jeunes aujourd'hui, soit ils sont trop assistés, soit ils ne sont pas assistés du tout. Ils sont trop assistés parce qu'il y a des organisations internationales ou des entreprises qui viennent en disant ah, je vais sur 1000 personnes candidatées, je vais en retirer 10.
Je vais vous faire une formation. Donc, il y en a 990 en carreau. Dommage. Et à l'inverse, il y a les États qui disent, bon, les jeunes, allez vers l'entrepreneuriat, allez-y, vous vous inquiétez pas, ça va aller. Tu vois le... Ouais, et c'est le tout ou rien. Tout ou rien. Tout est ouvert ou rien n'est possible. Voilà. Donc, non, il faut encadrer les jeunes, il faut devenir des rôles modèles pour ces jeunes-là. Rapprocher de la réalité. Et ouais, les rapprocher de la réalité, on leur dit non, non, c'est pas comme ça la vie. Donc nous, on est dans cette approche-là. On lui dit, écoute, voilà, il y a 50 questions ici, si tu réponds à 80%, nous, après, on s'intéresse à toi. C'est ça. Fais d'abord la démarche de montrer que t'en as envie et Tu nous montres, tu vas souffrir un peu, après on pourra te donner. mais après, t'inquiète. Ouais. Nous, on va chercher des sous pour te former dans le domaine que tu auras choisi. Donc on change complètement de l'approche classe Fonctionne traditionnelle. au mérite pour de vrai. C'est au Ça mérite. change tout. Ça change tout. Ça change de l'approche. Mon fils, tu seras médecin. Mon fils, tu seras avocat. Quoi? Tu veux pas faire du droit? C'est quoi ton problème? Non. Non, on dit plus aux jeunes ce qu'ils veulent faire. On leur dit voilà ce qui est possible. Et voilà comment vous pouvez l'atteindre. Et voilà comment vous pouvez l'atteindre. Et Et ça, si ça tu te donnes les fait... moyens, on t'accompagne. Mais il faut se donner les moyens. Exactement. Donc ça, c'est un message qui est puissant. Ce qui fait que sans que les jeunes aient rien déboursé, alors peut-être ils ont déboursé un peu de leur connexion Internet. Et on a de très belles histoires là-dessus. Des jeunes, par exemple au Bénin, hier il y avait un webinaire avec Sourou. Sourou, c'est un jeune, il dépensait 1 euro par jour pour son petit forfait. Et c'est un forfait, tiens-toi bien, c'est un forfait de l'opérateur. Entre minuit et 6h du matin. C'est des trucs, tu vois. Ouais, c'est- Donc le gars, il prenait le forfait et il dormait pas. La résilience et la flexibilité, Tu te encore rends une fois. compte? Et il a vu les webinaires, et aujourd'hui, maintenant, il s'exprime bien, il a tenu compte, il a dit que bon, nous, on n'a pas payé, on n'a pas donné d'argent. Lui, il ne nous a pas donné d'argent, mais lui, il a évolué et nous, on a évolué. Voilà un exemple. Donc maintenant, nous, on va chercher de l'argent parce qu'il y a des entreprises qui vont s'intéresser à son profil. Parce que quand les entreprises vont voir l'oral qu'on a fait avec lui, on dit ah oui, Ouais. ah oui, C'est comme ça qu'on change la donne. lui, il a du potentiel, donc je vais sortir un peu d'argent pour sa formation, mais derrière, je le recrute. Et du coup, c'est tout bénéf pour tout le C'est tout monde. bénéfice pour tout le monde. Dernier point, est-ce Oui. que tu as, je sais pas, un fait historique ou un document ou peu importe une ressource qui t'inspire particulièrement et que tu voudrais partager? Une ressource qui m'a... à chaud comme ça, je dirais pas. Alors, il y a quelques documentaires, mais c'est plus pour ma culture personnelle Individuel, ouais. ou individuelle, mais il y a C'est justement ce cette serait façon. peut-être du développement personnel. Ouais. Voilà, ce serait peut-être un lien sur le développement personnel, sur des histoires de personnes qui étaient je dirais, no-name, et qui sont devenues des gens extraordinaires. Donc c'est souvent un petit peu ce qui revient, c'est-à-dire qu'elles ont cru en elles, elles se sont remises en question, etc. Donc je pourrais peut-être avoir 1 ou 2 documents là-dessus, mais pas plus que ça. Faut pas négliger justement la transversalité encore une fois et essayer de prendre chacun des éléments pour construire Absolument. sa vision et pas la focaliser sur une seule ressource. Ouais, il faut se nourrir des uns et des autres tout en restant dans la vision. Excellente conclusion. Merci beaucoup Merci, d'avoir Riyad. accordé ce moment Avec grand et de nous plaisir. avoir expliqué comment vous changez la donne avec Jimmy le codeur. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt. C'est bon? Génial. Mama,